faites cette place à l'avocat ou y a-t-il encore beaucoup de choses à faire? Merci beaucoup, bonjour à toi. Un peu, j'espère que ça marche, oui, ça marche, bouge. Bonjour à tous. Donc, oui, en effet, la médiation c'est important, les avocats sont d'accord pour la médiation, pour la bonne médiation. Préalablement, il faudrait, je crois, expliquer un peu que la médiation est née avec de très bonnes intentions, c'est-à-dire c'est une façon de faire vite, obtenir vite un résultat que la justice pas toujours obtienne tellement vite. Mais c'est un instrument volontaire qui part de la choix. C'est la choix des partis que veut renoncer à un droit fondamental comme le droit d'accès au juge national pour aller plus vite, plus facilement, en renonçant un peu à obtenir justice, parce que, bien sûr, les citoyens veulent la justice par les juges. Mais parfois, les entrepreneurs, les consommateurs préfèrent un peu plus vite, un peu moins de succès au point de vue de droit, mais obtenir un résultat vite. Le problème, c'est quand les États ont compris que la médiation peut faire épargner de l'argent. Parce qu'on n'a pas besoin de juges, donc on épargne des juges, on épargne de l'argent. Et encore plus, les États qui ont la justice civile et commerciale qui ne marche pas tellement bien, ont pensé d'utiliser l'instrument de la médiation pour résoudre le problème. C'est-à-dire, avec la médiation, on a tout résolu. Alors là, et vous le trouvez dans les instruments européens, parce que tous par là, l'Italie, la France ont trouvé la médiation suite à l'invitation européenne. Vous le trouvez très clairement dans les instruments juridiques. Nous avons maintenant 3 pièces de législation au niveau européen sur la médiation. La directive 52 de 2008, qui est un peu le cadre général de la médiation. Après, très récemment, le 22 mai, il y a un règlement et une directive sur la médiation pour le consommateur, et en ligne, et non en ligne. Donc, la directive 52-2008 est très, je dirais, emblématique sur ce point-là. Parce que les considérants sont très intéressants, normalement, dans la pièce de législation européenne, parce qu'ils vous expliquent beaucoup de choses, comme elle est née, et comme ça. La première partie des considérants, c'est très clair. La médiation est une stratégie économique et rapide pour litige en matière civile et commerciale. Et, bien sûr, les accords issus de la médiation sont susceptibles d'être respectés volontairement et de préserver les relations amiables et plurielles entre les parties. Donc c'est très utile. Mais il y a un 14e considérant qui est très dangereux parce que c'est la deuxième partie, c'est la mauvaise médiation qui va entrer. Aucune disposition de la présente directive ne devait affecter une législation nationale rendant la médiation obligatoire ou soumise à des incitations et à des sanctions. Imaginez-vous donc utiliser un instrument volontaire pour obliger les parties à l'utiliser. Et là, c'est un peu l'envie qu'on a dit avant des États, on le retrouve aussi dans la définition de la médiation, que c'est une définition un peu contradictoire, un peu schizophrénique, parce que l'article 3, dans la première partie, parle bien sûr de la médiation, mais après, une petite ligne à la fin dit « mais ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par les droits ». Et alors là, dans ce cas-là, nous n'avons pas pensé que la législation européenne a eu comme résultat la création d'un petit animal un peu monstrueux. En petite chienne à 2 têtes, vous connaissez Cerbère, qui a les toits, il y a 2. Une est bonne, un petit chiot qui fait ce quoi, il est docile à la commission des parties, et l'autre, un mauvais chien, vraiment le Cerbère de la mythologie. Et voilà donc les problèmes que nous avons devant nous. Donc en Italie, on a utilisé la possibilité réservée par ce considérant pour rendre cela obligatoire. Parce que ça n'est pas l'échec, quelque part, non seulement d'une tentative d'harmonisation, mais surtout, est-ce qu'on peut encore parler de médiation dès lors que c'est juridiquement obligatoire? C'est vraiment, vous savez que nous avons une tradition dans le sud de l'Italie de la tragédie grecque, nous avons une tradition dans le nord à Venise avec Goldoni de la comédie. On a fait une tragicomédie avec notre organisation. Parce qu'on a introduit une médiation obligatoire comme condition préalable à la justice. Ce que c'est vraiment tragique selon moi, c'est qu'il n'y a aucune des scènes vraiment stratégiques ou logiques, parce que si je vous décris les matières pour lesquelles c'est obligatoire la législation, la médiation c'est absurde, parce que donc il s'agit de matières très différentes l'un de l'autre. Je vais bien sûr à la trouver tout de suite. Alors la copropriété, le droit réel, la division, succession héréditaire, les pactes de famille, la location, les bails d'entreprise, le dédommagement de la circulation des véhicules, c'était éliminé maintenant, la responsabilité des médecins, la diffamation par la presse,
les contrats d'assurance bancaire et financière. Dites-moi si vous trouvez une logique là, je vous l'explique, je n'ai pas compris du tout. Et donc, c'est souvent pour éviter, pour ce moment-là, que le monde va tout de suite au juge. Donc, c'est une négation de justice. Et on va obtenir un résultat tout à fait opposé. Parce que la médiation, c'est pour faire épargner de l'argent et du temps. Et ça va obliger le monde à utiliser de l'argent pour rien plusieurs fois et à perdre du temps pour rien. Donc, imaginez-vous les résultats pour mener cette effet. Et je vous dirai après quelques jolies choses. Par exemple, la partie victorieuse ne peut pas récupérer ses frais par la contrepartie si la médiation avait proposé une solution qui est coïncidente avec la décision. Donc, qui a gagné les procès ne peut pas récupérer les frais, il doit payer les frais à la partie qui a perdu. C'est super. En théorie, qui dit médiation dit volonté des parties. Ça devrait être la pierre d'angle de ce mode de règlement de conflit. Et pourtant, on voit que ça marche assez peu. Et donc, en mai 2013, la Commission a repris des initiatives. Alors, c'était plus dirigé vers les consommateurs, mais quand on lit les considérants de ce texte, on voit que c'est quand même un échec. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la médiation, ces modes alternatifs de règlement des conflits, plus populaires, pour que les avocats l'utilisent plus, davantage, pour que ça prenne vraiment sa place dans le monde du règlement des conflits dont les avocats devraient être les moteurs. Peut-être M. Batelier Bénichou, que je ne vous présente pas, aura certainement quelque chose à vous dire sur cette question. Donc, M. Bénichou, ancien bâtonnier de Grenoble, ancien président du Conseil national des barreaux et l'un des vice-présidents du CCBE, je me garderai bien les subtilités entre le premier, le deuxième, le troisième, quand on est élu, quand on prend sa charge, quand on en sort et quand on y rentre, il vous expliquera ça peut-être beaucoup mieux que moi. En tout cas, il est plein d'idées et il en aura certainement quant à ce sujet. Comment rendre cela plus populaire, dès lors que sous la plume de la Commission, encore une fois, à tort ou à raison, on prend une initiative qui est d'ailleurs curieuse. On est parti d'un règlement et maintenant on arrive à une directive. Comme si, quelque part, alors que le règlement suppose évidemment d'autres majorités, mais qu'il est directement applicable et il s'impose tout de suite, maintenant, on prend un instrument qui est moins contraignant, comme si on réintroduisait des possibilités de disparité, alors que l'objectif, c'est quand même l'harmonisation au départ. Donc c'est une méthode assez curieuse. Généralement, on parle de la directive pour aller vers le règlement. Ici, on fait le contraire, ce qui n'augure pas d'une harmonisation des procédures en Europe. Oui. Peut-être effectivement que les États considèrent toujours que la justice est un droit régalien et qu'il convient effectivement que l'Europe ne s'introduise pas trop dans le système judiciaire. Et nous avons la chance d'avoir une députée européenne et ce qui nous inquiète, nous avocats qui sommes convaincus que l'Europe est une solution importante, une solution vitale pour notre avenir, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de renoncer à la volonté d'harmonisation. Et que les États retrouvent leur pleine et entière souveraineté, une espèce de bastion national, une forme d'égoïsme national, et il faut faire extrêmement attention à ces tendances et aller encore plus, toujours plus d'Europe. Moi je n'ai pas directement dans notre sujet, mais je veux le dire, je suis fasciné par ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors que les Européens, de façon générale, sont complètement eurosceptiques, non convaincus par l'Europe, la moindre chose qui se passe, ils estiment effectivement que tout cela, tout le mal vient de l'Europe. Nous sommes en train, et nos hommes politiques, nos hommes et nos femmes politiques aident beaucoup sur ce point, sont en train de nationaliser les succès européens, mais en revanche de communautariser tout ce qui est échec. Donc, à chaque fois qu'il y a un échec, c'est l'Europe. Chaque fois qu'il y a un succès, c'est grâce à leur action. Or, on voit qu'il existe dans un pays toute une population qui est capable de se soulever parce qu'ils veulent l'Europe. C'est un espoir inimaginable sur le continent européen. Ce sont des gens qui vont se heurter à leur gouvernement, qui vont manifester, qui vont prendre des risques pour leur vie, puisque on voit la répression qui s'acharne contre ces foules. Tous ces gens qui descendent dans la rue pour dire « nous voulons l'Europe ». Mais c'est un exemple fantastique pour les pays européens et pour les peuples européens qui oublient que l'Europe nous a amené 7 décennies de paix et de prospérité. Je voulais le dire puisqu'on parle aujourd'hui de l'Europe. Alors concernant la médiation, moi je crois que
ça va se développer. Je dis aux avocats, je le dis depuis 20 ans, et je le dis aux avocats français comme aux avocats européens, la médiation va rentrer dans la culture juridique et judiciaire du quotidien. Pour l'instant, nous avons 3 obstacles. Le premier obstacle, je me tourne vers vous, mes confrères, ce sont les avocats. Il faut un changement de culture. Nous sommes dans la culture du conflit. J'adore le conflit, j'adore le contentieux. Mais bien entendu qu'il faut transcender cette culture du conflit pour arriver dans une culture du dialogue. Un philosophe, Georges Simmel, a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le conflit ». Et que dit-il sur le conflit? Premièrement, le conflit est indispensable dans une société. Mais deuxièmement, il faut passer au-delà du conflit, car ce qui est beau dans le conflit, c'est la réconciliation. C'est-à-dire le compromis. Or, en matière de contentieux, vous n'avez jamais de réconciliation. Il y en a un qui gagne et un qui perd. Mais il n'y a pas de réconciliation des deux parties. Et la médiation, c'est ça, c'est la réconciliation, c'est effectivement le compromis. Donc le premier obstacle du développement de la médiation, ce sont effectivement les avocats qui doivent acquérir la culture du compromis, la culture de la réconciliation, cette culture du dialogue. Pour ça, il y a la formation. Ils y seront contraints. Le deuxième obstacle, ce sont nos gouvernements. Pourquoi? J'associe d'ailleurs le Parlement européen, enfin le Conseil et le Parlement européen. Il y a une méfiance, je le dis très clairement, à l'égard des avocats. Or, si on veut que la médiation se développe, elle ne pourra se développer que si les avocats s'investissent dans le domaine de la médiation. Pourquoi? Nous sommes le premier contact avec les clients, nous sommes l'intermédiaire obligé, nous sommes le passage lorsqu'il y a un conflit. Les gens viennent nous voir et ils ont confiance en l'avocat. Si on se méfie de l'avocat dans les procédures alternatives de règlement des conflits, alors l'avocat va ressentir cette méfiance et ne fera pas ce qu'il faut pour développer la médiation. On le voit avec le règlement petit litige, qui est développé en matière de consommation. On met en place une médiation en ligne. On parle d'entité. En Argentine, la médiation, c'est 200 000 litiges réglés chaque année. Comment ont-ils fait? C'est simple. La médiation, ce sont les avocats. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre avocat et médiation. Cela marche très bien au niveau de ce pays qui a mis en place, constitutionnellement et par les lois, cette médiation avec l'intervention obligatoire des avocats. Le troisième frein à la médiation, ce sont parfois les magistrats. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la médiation, c'est bon pour vider les placards. Il y a du retard en matière judiciaire. Pour vider les placards de la justice et effectivement avoir moins de dossiers, on utilise le processus comme une espèce de palliatif à la pénurie de magistrats, de greffiers, etc. Or, c'est différent. La médiation, c'est quelque chose de complètement différent. Il faut vaincre ces freins. Moi, je suis intimement persuadé que ça va se faire et qu'il va y avoir un fort développement de la médiation et qu'il faut se préparer. Et Madame Reding, j'en ai fini sur ce point, je le disais tout à l'heure, et évoqué le phénomène, ce qu'elle a lancé, qui est très intéressant, qui s'appelle justice pour la croissance. Pourquoi c'est intéressant? Parce que pour la première fois, il y a quelqu'un qui dit il faut investir dans la justice, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la croissance. Jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit oh, la justice, c'est un gouffre sans fin, on met de l'argent, ça ne rapporte jamais. C'est pas vrai. La justice, ça rapporte des points de croissance. Parce que lorsque la justice marche, les investisseurs sont confiants dans le pays et vont effectivement investir. Donc une bonne justice, ce sont de bons investissements, c'est de la croissance. Donc la justice va fonctionner grâce à ça. Et à l'intérieur de la justice de la croissance, elle a parlé du tableau de bord. Or, dans ce tableau de bord qui va mesurer les systèmes judiciaires, il y a une question qui porte sur les modes alternatifs de règlement des conflits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, après-demain, un pays qui va vouloir être bien classé dans le tableau de bord, pensez à Doing Business, on va vouloir être au niveau, au meilleur niveau de ce tableau de bord, au niveau du système judiciaire, eh bien il va être obligé d'introduire des modes alternatifs de règlement des conflits. Comme il va être obligé d'introduire des nouvelles technologies, puisque c'est un des points du tableau de bord.
Les systèmes judiciaires vont être jugés au travers de leur utilisation des bonnes alternatives, de leur utilisation des nouvelles technologies, de leur rapidité à régler les problèmes. Donc, nécessairement, les bonnes alternatives vont se développer. Donc, je suis inquiet pour l'immédiat, mais rassuré pour l'avenir. Alors, avant de passer la parole à la salle, peut-être une dernière question à vous deux. Lorsqu'on parle de médiation et de règlement alternatif des conflits, se pose tout de suite la question, dès qu'on est face à des travaux européens, de la question de savoir si ça vise les litiges nationaux ou exclusivement les litiges transfrontaliers. En réalité, c'est une curieuse question, parce que le droit européen n'est pas limité aux questions transfrontalières, et donc davantage les modes de règlement de conflits ne devraient pas l'être. Or, on voit très bien, et malheureusement, je suis obligé de rappeler que certains barreaux en Europe continuent systématiquement à venir dans une logique de conflit, c'est-à-dire de confrontation avec la Commission européenne au lieu de dialogue, à essayer de réduire toutes ces initiatives à ce qui est transfrontalier. Par bonheur, la directive dont on vient de parler est de mai 2013, article 2 précise, en matière de litige en droit de la consommation, la présente directive s'applique aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges nationaux et transfrontaliers. Est-ce qu'on ne peut pas voir là quand même une ouverture vers non seulement ce type de mode, mais sur l'entrée de plein fouet en droit national de ces questions qui ne peuvent plus se satisfaire de questions territoriales ou frontalières. Merci beaucoup. En effet, je trouve que les États nationaux, parfois, sont encore restés à la paix des Westphalies. On est encore en 1648, on n'a pas compris où on est. Et les États, le gouvernement devait comprendre que s'il y a devant eux une très bonne pièce de législation comme la directive du 21 mai 2013 qui a été évoquée tout à l'heure, il faut l'utiliser. C'est une occasion de développement. C'est pas parce qu'il n'y a pas, ne respecte pas un peu le principe de subsidiarité qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est une très bonne pièce de législation. Et en effet, c'est vrai, ce qu'avait, on peut dire, Michel avant, il y avait ce problème de l'article 8b, mais la deuxième partie dit qu'en effet, la procédure ne prive pas les parties de leur droit à un avis indépendant. Et après, bien sûr, c'est les associations des consommateurs qui ont dit ça, n'est de leur droit de se faire représenter ou assister par entière à tous les stades de la procédure. Nous avons toujours cette compétition avec les associations des consommateurs qui sont, avec les grandes multinationales, notre, pas ennemis, mais en tout cas, ils se confondent avec nous, des compétiteurs très, très dangereux. Donc, en répondant à la question qui était posée par M. le Président, les décisions, en effet, c'est absolument utile d'avoir une pièce de décision tellement bien faite qui peut être utilisée à niveau national. Et en tout cas, c'est une petite erreur, mais c'est bien cette petite erreur. Il s'occupe des droits nationaux, et moi je crois que c'est très bien. Rien à rajouter. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?